Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'utilisation raisonnée des antibiotiques dans la prise en charge des infections des voies respiratoires en médecine générale. Je m'appelle Safia Mokrane, je suis médecin généraliste et maître d'enseignement au département de médecine générale de l'ULB. Dans cette présentation, nous allons aborder les recommandations Point of Care qui vont vous accompagner dans la prise en charge des infections des voies respiratoires. Quelle est la place des antibiotiques? Quelle est la place des tests rapides d'orientation diagnostique? Les traitements symptomatiques, les informations aux patients et conseils thérapeutiques et les conseils filets de sécurité. Point of Care ou POC en abrégé, qu'est-ce que c'est que cette notion? La notion de Point of Care, elle fait référence à la prise en charge des patients au lieu de soins, aux actions que vous allez mener là où vous soignez le patient au moment de la consultation en présence du patient. Ça peut concerner des tests diagnostiques ou des traitements. Qu'est-ce qu'une recommandation? Une recommandation, c'est une réponse à une question clinique qui vise à améliorer la prise en charge des patients. Elle est basée sur une revue récente des données probantes qu'on va évaluer selon différents grades et en fonction de la confiance qu'on a dans les faits, on va grader de A à C la valeur de ces données probantes. Les données probantes sont mises en balance, on va évaluer les avantages et les inconvénients des différentes options de soins en fonction du contexte, c'est-à-dire le contexte épidémiologique, par exemple le taux de résistance aux antibiotiques, le système de soins dans lequel la recommandation est élaborée, quels sont les tests disponibles, quels sont les traitements disponibles, en fonction des préférences des patients, des coûts, efficacité, de la notion de faisabilité, applicabilité, équité. Donc, en fonction des éléments, donc des données probantes et du contexte, on va élaborer une recommandation qui va être forte ou faible en fonction des éléments qu'on a mis dans cette balance. Une recommandation forte, c'est la situation où la balance penche clairement d'un côté ou de l'autre. Une recommandation faible est élaborée lorsque la balance n'est pas aussi évidente. Une recommandation forte peut être élaborée en faveur ou en défaveur d'une intervention. Si la balance penche clairement en faveur des avantages, on va élaborer une recommandation qui va être rédigée sous la forme de « il est recommandé de prescrivez tel antibiotique ». Si la balance penche clairement en défaveur de l'intervention, en faveur des désavantages, la recommandation va être élaborée avec la formule « il n'est pas recommandé de ne prescrivez pas tel antibiotique » par exemple. Et lorsque la balance est plus ou moins équilibrée, la recommandation dite faible de grade 2 sera formulée sous la forme envisagée de prescrire, ne pas prescrire. Vous verrez qu'il existe également des recommandations qu'on appelle des Good Practice Points ou des Good Practice Statements. Elles sont élaborées par consensus, ne s'appuient pas sur les données probantes. Le plus souvent, c'est parce que ces données probantes n'existent pas. Elles sont considérées comme des recommandations fortes et elles peuvent être rédigées en faveur ou en défaveur d'une intervention, d'une action. Et donc, de manière synthétique, vous aurez des recommandations gradées de 1A à 1C pour les recommandations fortes, applicables à la majorité des patients, et de 2A à 2C pour les recommandations faibles. Pour ces recommandations, donc, la balance est plus équilibrée et les actions pourront différer en fonction des circonstances, des patients, des valeurs sociales. Revenons aux antibiotiques. Dans le cadre des recommandations et des guides de pratique clinique que vous trouverez en Belgique, nous vous renvoyons à deux références principales. La principale, c'est le guide de la Babcock. Donc, la Babcock rédige des guides sur les traitements anti-infectieux en ambulatoire. La mise à jour a eu lieu en 2022. Il existe également un guide pour la pratique hospitalière, mais donc ici, concernant la médecine générale en Belgique, c'est le guide pratique ambulatoire. Le WORL, c'est un groupe qui développe des recommandations de bonnes pratiques pour la première ligne de soins. Certaines recommandations concernent également les infections des voies respiratoires. Je vous ai mis les acronymes d'autres sociétés qui développent des recommandations pour les autres pays. La NHG pour la médecine générale aux Pays-Bas, NICE, c'est pour toute la Grande-Bretagne,
et la HAS, c'est pour toute la France. De manière pratique, que fait-on dans le cadre d'un mal de gorge aigu? La Babcock recommande-t-elle pour la prise en charge du mal de gorge aigu? En première intention, ne pas prescrire d'antibiotiques. Grade 1A, s'applicable à la majorité des patients dans la majorité des situations, sauf en cas de risque élevé de complications ou de maladies sévères. Dans ce cadre-là, il est possible que vous soyez amené à prescrire des antibiotiques. Maladie sévère, c'est par exemple le patient cancéreux. Dans le cadre de la toux aiguë, que nous recommande le guide de la Babcock? Ça va dépendre de votre évaluation clinique. Si l'examen clinique et l'anamnèse et l'examen clinique vous amène à diagnostiquer une bronchite, il n'est pas recommandé de prescrire un antibiotique. Si l'examen clinique vous amène à diagnostiquer une pneumonie, vous serez amené à prescrire un antibiotique en première intention, l'amoxicilline. Ce diagnostic sera basé sur l'examen clinique, mais éventuellement, il y a une place pour un test biologique comme la CRP. Dans certaines circonstances, on vous recommande d'hospitaliser le patient plutôt que de le traiter en ambulatoire. Voyons ici un peu la place de cette balance bénéfice-risque dans l'indication d'un antibiotique. Ici, nous faisons référence à une étude qui a évalué cette balance bénéfice-risque dans le cas des infections des voies respiratoires inférieures non compliquées. Lorsqu'on donne un antibiotique, on s'attend à des effets bénéfiques, on s'attend également à des effets indésirables. Dans le cas des infections des voies respiratoires inférieures non compliquées, si l'on mesure le nombre d'effets indésirables par rapport aux avantages, cette étude a constaté que donner un antibiotique comme l'amoxicilline va provoquer des nausées, des diarrhées, des infections fongiques chez un patient pour 21 patients traités. En outre, les patients qui reçoivent un antibiotique vont être amenés à ne pas reconsulter si les symptômes s'aggravent ou si de nouveaux symptômes apparaissent. Le bénéfice retiré pour les patients qui prennent des antibiotiques dans des infections des voies respiratoires inférieures non compliquées est de 1 patient pour 30 patients traités. Et donc dans ce cas-ci, on constate que la balance penche clairement en défaveur de l'intervention. En donnant des antibiotiques, on crée plus d'effets indésirables, on soigne moins bien nos patients, cela entraîne des surcoûts, cela entraîne de la résistance aux antibiotiques, cela augmente le nombre de consultations dans les services d'urgence. Qu'en est-il de la place de la prescription différée? Cette pratique, elle est généralement déconseillée en Belgique. À titre d'exemple, je fais référence ici à la prise en charge de l'otite moyenne aiguë chez l'enfant et au guide développé par le WORL mis à jour en 2021. Que dit le WORL? Le WORL vous recommande de ne pas prescrire d'antibiotiques de manière différée ou de ne pas délivrer de prescription différée d'antibiotiques. C'est un grade 1B. Cette recommandation, elle est basée sur une RCT de 2008 qui a été réalisée chez une population. Donc on avait une population d'enfants présentant une otite moyenne aiguë. Les médecins généralistes qui diagnostiquaient l'otite moyenne aiguë donnaient des conseils pour traiter la douleur et pour la moitié des patients, donner aux parents une prescription différée avec la consigne d'aller chercher l'antibiotique si la situation se dégradait dans les 3 jours, et dans l'autre groupe, donner la consigne de reconsulter le médecin généraliste si la situation se dégradait dans les 3 jours. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que dans le groupe de parents qui avaient la prescription différée, il y a eu une surconsommation d'antibiotiques. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Un quart des parents d'enfants dans ce groupe-là ont été chercher l'antibiotique alors que ce n'était pas nécessaire. Donc le message ici, c'est que la prescription différée ne remplace pas le temps nécessaire pour informer le patient et expliquer en quoi l'antibiotique n'est pas nécessaire. De plus, dans les mesures d'outils dits feedback de notre projet,
il n'y aura pas de distinction entre une prescription qui a été faite pour être utilisée immédiatement ou pour être utilisée de manière différée. Donc, ces prescriptions différées seront comptabilisées comme une prescription immédiate. Concernant les indications des antibiotiques, nous vous recommandons de réaliser l'e-learning du CBIP. Donc, il y a différentes parties, toute une série de questions, et en fait, cet e-learning, il va vous apprendre à utiliser le guide Babcock et à retrouver les informations du guide dans le site du CBIP. Qu'en est-il maintenant des tests rapides d'orientation diagnostique ou Point of Care Test? Ces tests, ils ont une place particulière qui est à côté de la clinique. Elle vient compléter votre examen clinique. Donc ces tests ne sont pas nécessaires de manière systématique. C'est des tests que vous allez retrouver dans toutes sortes d'indications. Donc plusieurs tests sont en cours de développement et leur place est parfois encore à préciser. Notamment dans ce qui concerne les infections des voies respiratoires, la place de ces tests sur l'impact dans la réduction des prescriptions inutiles d'antibiotiques est à préciser. Actuellement, ces tests ne sont pas remboursés. Le premier test dont nous allons parler, c'est le test Strep-TOA, donc la détection de l'antigène Strep-TOA dans le cadre du mal de gorge aigu. Que dit le guide du WORL mis à jour en 2017? Ce test n'est pas recommandé. Pourquoi? En fait, ce test est trop peu sensible par rapport à l'épidémiologie en Belgique. Donc, le gain attendu est insuffisant. Il n'est pas suffisamment discriminant pour pouvoir décider si une prescription est inutile ou pas. En 2020, la Cochrane a réalisé une méta-analyse qui confirme les conclusions du WORL. Donc, dans le cas du mal de gorge aigu en médecine générale, l'utilisation de ce test n'est pas discriminant et ne permet pas de réduire les prescriptions inutiles en antibiotiques. Qu'en est-il du test CRP dans la toux aiguë? Donc, le test CRP, c'est un test qui se développe depuis quelques années, qui est de plus en plus répandu. Et dans certains pays, une place lui est déjà attribuée dans la prise en charge de la toux aiguë. Ici, je vous présente les résultats d'une méta-analyse réalisée en 2022 par la Cochrane. Cette méta-analyse conclut que l'utilisation du TROT test dans certaines situations de toux aiguë chez l'adulte permet de réduire de 23% les prescriptions inutiles. Ce qu'il conclut également, c'est que des données complémentaires sont nécessaires pour préciser la place de ces tests chez l'enfant, chez les populations adultes qui ont des facteurs de risque et chez les personnes âgées. Ici, je vous présente les recommandations hollandaises, donc de la NAG, qui a déjà intégré dans leur organigramme la place du test CRP. Donc, un patient se présente avec une toux aiguë, vous l'interrogez, vous l'examinez, et soit vous concluez que l'infection respiratoire n'est pas compliquée, c'est par exemple une bronchite, aucun examen complémentaire n'est nécessaire, vous informez, un antibiotique n'est pas indiqué. Une autre situation est le diagnostic d'une infection respiratoire compliquée, vous suspectez une pneumonie, le patient est sévèrement malade, vous n'avez pas besoin non plus de faire des tests complémentaires, vous diagnostiquez une pneumonie et administrez un antibiotique. Et puis, il y a ces situations où vous suspectez une pneumonie chez un patient modérément malade. Dans ce cadre-là, le test rapide CRP peut être discriminant. En tout cas, en dessous de 20 mg, la recommandation est de ne pas traiter. Au-delà de 20 mg, la NAG propose de sous-catégoriser de 20 à 100. Vous voyez, en fonction du tableau clinique, c'est surtout la clinique qui va être discriminante pour décider de traiter ou pas. Au-dessus de 100, on considère que c'est un patient sévèrement malade et l'antibiotique serait recommandé.
que faire maintenant en dehors des antibiotiques? Plein de choses. Nous allons aborder dans cette partie-ci les traitements symptomatiques, les conseils thérapeutiques et les conseils filets de sécurité. La première chose importante à savoir, c'est la durée des plaintes en cas d'infection des voies respiratoires. Ici, on se réfère à une étude qui a été réalisée en 2013 et qui vous rappelle les durées moyennes des symptômes. Par exemple, pour l'otite, c'est de 8 jours. Il faut savoir qu'une bronchite, la toux, va durer 21 jours. Et il faut expliquer ça aux patients. On s'attend à ce que la douleur dure une semaine dans le cas d'otite et que la toux dure 21 jours dans le cas d'une bronchite. Que nous dit l'étude maintenant? C'est que finalement, dans toute une série de situations, l'antibiotique n'a pas un impact réel sur les symptômes. Ils font gagner entre 8 heures et 24 heures sur la durée des symptômes. Ce n'est donc pas une raison suffisante que pour donner un antibiotique. Concernant le mal de gorge aigu, si nous revenons au guide du Worrell, qu'est-ce qu'il nous recommande? Eh bien, en première intention, interrogez le patient. Attardez-vous avec lui sur ses idées, ses préoccupations, ses attentes. L'acronyme en anglais ICA, c'est quelque chose que vous retrouverez régulièrement. Il est recommandé de s'enquérir de ce que pense le patient, de ses croyances, de ses attentes, pour pouvoir y répondre. Ce que recommande également le guide du Worrell, c'est de traiter les symptômes. De manière générale, dans les infections, il est important de traiter la fièvre, la douleur de manière suffisante. Une autre recommandation, c'est d'expliquer, lorsqu'on ne prescrit pas d'antibiotiques, pourquoi est-ce qu'on ne prescrit pas? D'expliquer qu'en fait, ce n'a pas de bénéfice pour le patient, qu'il est plus efficace de bien traiter sa douleur, qu'on sait que la douleur va durer un certain temps, qu'on s'attend à ça et que l'antibiotique n'y changera rien. Dans le guide du Worrell, il y a un encart qui vous explique les informations à communiquer aux patients. Et donc, le fait d'avoir exploré les attentes et les inquiétudes du patient avant de poser un diagnostic va permettre, on donne des explications, de faire le lien avec les préoccupations spécifiques du patient qui est en face de vous. Alors, que dit le guide NICE? Donc, NICE, c'est le guide anglais. Donc, la place des antibiotiques est indiquée. Ne pas traiter. Dans certaines situations, on peut l'envisager. La place des conseils est également présente quand on donne un antibiotique et quand on n'en donne pas. Et également, il y a ces conseils filets de sécurité dont on va parler plus en détail. Que faire dans le cas de rhinosinusites aiguë? Le guide du Worrell a mis à jour en 2022 le guide sur la rhinosinusite. Que nous dit le guide comme traitement de base d'une rhinosinusite aiguë clinique? En premier lieu, informer le patient. Informez-le sur l'évolution attendue de la rhinosinusite aiguë. On sait qu'une sinusite, ça peut durer plusieurs semaines. Expliquez qu'on s'attend à ça. Que l'antibiotique n'est pas recommandé, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Qu'il est important de traiter la fièvre, de traiter la douleur de manière suffisante. Et il y a une place à discuter avec le patient pour la congestion nasale. Donc, informer le patient sur l'évolution attendue de la maladie. Donc, c'est expliquer qu'on s'attend à ce que ça dure plusieurs semaines et que l'antibiotique ne va pas réduire de manière substantielle cette durée. Autre conseil filet de sécurité, réévaluer le patient. Donc, il faut expliquer que voilà, nous, on s'attend à ce que ça se passe comme ça. Si les symptômes s'aggravent,
dans 2 jours, 3 jours. Si de nouveaux symptômes apparaissent, si cela n'évolue pas suffisamment bien dans un délai de tant de jours, en fonction de la pathologie, revenez me consulter. Et donc ça, c'est plus adéquat que de donner une prescription en disant si ça va pas mieux, allez à la pharmacie. Pareil, pour l'otite moyenne aiguë, le guide du Worrell propose comme traitement de base 1. Conseiller informé, 2. Traiter la douleur. Donc il faut interroger les patients sur les attentes, les préoccupations, les connaissances, les idées fausses. Informer également les parents sur l'évolution attendue de l'otite. Traiter de manière suffisante, donc à dose suffisante, à fréquence suffisante, la douleur et la fièvre. Et le conseil filet de sécurité, expliquer aux parents que si ça ne va pas mieux dans les 3 jours, reconsulter. Et donc vous trouverez dans le guide plus de détails sur qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on entend pour attente, préoccupation et connaissance, c'est-à-dire quelles sont leurs inquiétudes par rapport à la douleur, par rapport à la perte d'audition, quelles sont leurs attentes par rapport à l'utilité des antibiotiques. Des conseils pour aider à communiquer sur le sujet. Et qu'est-ce qu'on entend par évolution naturelle de la maladie. Et donc, ce qui est très important ici, ce qu'on aimerait vous faire passer comme message, c'est que les antibiotiques ont une place dans la prise en charge, mais c'est une place bien délimitée. À côté de ça, il faut traiter les symptômes et c'est extrêmement important d'informer les patients et de délivrer ces conseils filets de sécurité. Donc, informer sur l'évolution naturelle, sur la durée prévisible des symptômes et conseiller de reconsulter si cela ne s'améliore pas dans un délai raisonnable qui dépend de la pathologie et expliquer comment et quand reprendre contact. Documenter tous ces conseils dans votre dossier médical et l'information elle peut être délivrée oralement, par écrit, sous format numérique. Ça va dépendre des préférences du patient. Donc, je vous ai mis les références d'une étude réalisée en Belgique qui explore la place de ces conseils filets de sécurité et ces informations, notamment lors des rôles de garde. Et donc, ici, c'est une dia juste pour vous rappeler que vous avez vos inquiétudes, les patients ont leurs inquiétudes, et qu'il faut communiquer. Et pour vous aider à explorer et à communiquer avec le patient, voici ici les coordonnées d'un e-learning qui est disponible sur le site du SPF et de l'INAMI. Et au bout de cet e-learning, vous aurez appris à sonder les inquiétudes du patient, à vérifier leurs attentes, expliquer les signaux d'alerte. À la fin de l'e-learning, vous aurez également accès à un lien vers une brochure qui a été éditée dans un cadre européen qui comporte toutes sortes de conseils qu'on peut remettre aux patients en cas de tout. Merci d'avoir suivi cette présentation. Dans les dias qui vont suivre, vous trouverez les QR codes donnant accès au e-learning dont on a parlé, au guide du Babcock et au site du Worrell. Grâce à ces outils et à ceux que vous trouverez dans le toolkit, réduisons ensemble l'antibiorésistance.